10 minutes. Bonjour. Donc effectivement, c'est une présentation qui a été préparée à 4 mains. Et on a d'un commun accord décidé que je présenterai seule aujourd'hui. C'est bon. Donc cette présentation porte sur les interactions entre choix résidentiels des ménages et environnement. Et donc c'est une synthèse non exhaustive de travaux auxquels on a pu participer tous les deux. Donc première question qui revient souvent, c'est pourquoi ces recherches au sein du département écosociaux? Alors déjà, je commencerai par dire que ça fait plusieurs décennies qu'on s'intéresse au choix de localisation résidentielle et des activités au sein du département. Je ne peux pas ne pas citer les travaux de Jean Cavaillès sur le sujet, en particulier son apport à la compréhension du périurbain et à point de conjonction entre marché foncier résidentiel et marché foncier rural. Et en fait, cet intérêt vient d'un constat simple qui est que les structures sociales et économiques des territoires ruraux sont en profonde évolution depuis le début du XXIe siècle, en particulier en raison de la dissociation croissante entre lieux de résidence et d'emploi, et donc à l'apparition d'un développement urbain de nature discontinue. Donc dans ces territoires ruraux et périurbains sous influence urbaine, en fait, on assiste à l'émergence de nouveaux types de résidents, de nouveaux emplois pour accompagner ces résidents, de nouveaux besoins et de nouveaux enjeux, et en particulier, objet de la présentation aujourd'hui, des enjeux environnementaux. Donc les questions qu'on se pose dans ce contexte, tout d'abord, celle d'une politique d'aménagement durable du territoire, basée sur l'aménagement du territoire, en complément de politiques plus standards basées sur les prix. Une seconde question corollaire, c'est l'efficacité de ces politiques de gestion environnementale du territoire à long terme, c'est-à-dire quand on prend en compte des ajustements de relocalisation des activités et donc des ménages. Donc pour comprendre ces enjeux environnementaux associés au développement urbain, on se heurte en fait à une complexité des mécanismes économiques à l'œuvre, parce qu'on fait face à une multitude de choix individuels des ménages avec un effet a priori marginal, mais qui, bien sûr, mis en commun, ont de fortes implications macroéconomiques. Ces décisions individuelles dépendent, bien entendu, de l'offre de logement, elle-même encadrée par des politiques publiques, avec certains aspects d'irréversibilité dans les choix et en termes plus physiques liés à l'imperméabilisation des sols induits par ce développement urbain. Et dans ce contexte, en fait, on observe une multitude d'impacts environnementaux potentiels associés d'une part à cette artificialisation des terres, avec une fragmentation accrue des habitats et l'effet sur la biodiversité, des altérations au cycle de l'eau et les effets sur la quantité et la qualité de la ressource. Et on a aussi des effets qui sont dus au déplacement domicile-travail, principalement encore basés sur l'usage de la voiture individuelle, qui ont des impacts forts en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'émissions d'autres types de polluants, type particules fines, dioxyde d'azote, qui ont des impacts, eux, directs sur la santé humaine. Donc, quelques éléments d'illustration rapide. L'emprise foncière de la ville accroît plus vite que la population. C'est vrai en Europe, et plus particulièrement en France. On observe que la surface occupée par l'habitat résidentiel a augmenté 5 fois plus vite que la population depuis les années 90, en raison d'une augmentation du nombre de ménages, effet démographique standard, d'une diminution du nombre de personnes par logement, plus de familles monoparentales, et aussi un agrandissement de la taille moyenne des logements, durant la période. Les conséquences environnementales, je l'ai dit, sont multiples. Illustration rapide de l'effet fragmentation des habitats, où l'augmentation du développement urbain peut avoir des impacts en termes de perte nette d'habitat, mais aussi en termes d'effets barrières dus aux infrastructures qui vont empêcher des déplacements entre tâches d'habitat. Et en termes d'émissions de gaz à effet de serre, juste une illustration rapide qui permet de comparer en moyenne les émissions des ménages résidents en pôle urbain et en périurbain, hors ou
au sein des zones de périmètre de transport urbain, et on voit qu'on a une différence. Les périurbains émettent en moyenne plus que les urbains, et cette différence s'accroît avec la taille du pan urbain, de l'aire urbaine considérée. Donc, les approches principalement mises en œuvre pour comprendre tous ces effets reviennent finalement à l'arbitrage standard de l'économie urbaine qui décrit le choix finalement de résidence des ménages comme un arbitrage entre le coût du foncier, donc coût du logement, coût des terres, et le coût d'accessibilité, donc coût de transport, aux emplois, aux services, aux aménités, etc. Prenant en compte, autant que possible, les préférences donc, de ces ménages pour la qualité de leur environnement local en particulier. Et donc, ceci permet de décrire un mécanisme de base du choix de localisation des ménages qui nous donne des choses comme décrites ici, à savoir une baisse du prix moyen des logements plus on s'éloigne du centre des emplois, de manière concomitante une augmentation moyenne des tailles de logement. Et quand on modifie certaines composantes de cet arbitrage, par exemple, quand on réduit le coût de transport, quand on augmente la vitesse du coût de transport, récemment, quand on observe une hausse du télétravail, voilà, donc un moindre besoin de parcourir ces distances. Le confinement du Covid aussi ont peut-être modifié aussi les préférences des ménages pour finalement des maisons, des jardins, ou faire courir les enfants. Donc tout ça va modifier finalement les composantes du modèle et amener à des choses qu'on voit dans le deuxième encadré, avec finalement un déplacement de la courbe de prix des logements à la hausse à distance des centres urbains et à la baisse plus proche du centre des logements. Donc pour faire un focus sur un objectif environnemental ici, qui est les émissions de carbone, l'impact carbone des déplacements domicile-travail, donc plusieurs solutions ont été évoquées dans le débat public, dans la littérature. D'abord, densifier la ville. Donc les modèles de la ville compacte et les différents outils de politique publique ont pu être mis en place pour ceci, tels que les versements pour sous-densité, partent du principe que voilà, si on densifie la ville, on réduit les distances moyennes de déplacement domicile-travail, et donc on va réduire l'emprise foncière. Oui, ça va aussi, en plus, l'effet densité, renforcer l'usage des transports collectifs. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, si on prend en compte finalement la modification des arbitrages et dans un moyen, voire long terme, la relocalisation des ménages et des activités, finalement, l'impact de la densification sur le prix du foncier proche des centres urbains va, en deuxième temps, finalement, avoir l'effet inverse et relocaliser des gens à distance et finalement avoir, encore une fois, un impact négatif en termes d'émissions de carbone. À quoi on peut ajouter d'autres coûts de la densité qui ne rentrent pas typiquement dans l'impact environnemental, mais voilà, ça réduit l'intérêt de la densification seule. Autre solution observée et qui a aussi été discutée, c'est de décentraliser les emplois, de sortir du cadre de la ville monocentrique, organisée autour d'un centre d'emploi, pour la penser en termes de plusieurs centres d'emploi, ce qui, à la localisation résidentielle donnée, va avoir un impact positif en termes de réduction des émissions de carbone, puisqu'on va aussi réduire la distance moyenne de déplacement, puisqu'on va réorganiser finalement les ménages autour de plusieurs centres d'emploi. Mais là encore, on a des effets seconds en termes de relocalisation des activités, puisqu'on va avoir finalement une baisse du coût du foncier suite à cette relocalisation des emplois, qui va attirer plus de ménages autour des deuxième centres d'emploi, qui va relocaliser les gens, et on va encore une fois se retrouver avec plus de déplacements et donc un effet contraire à l'effet attendu. Et donc, en complément de ces politiques de densification ou de polycentrisme qui ne sont pas en elles-mêmes suffisantes, on voit que dans ces deux cas, l'idée de stopper l'expansion de la ville, donc d'introduire une taille limite, une limite à la taille de la ville, apparaît là aussi une solution possible, mais là après on rentre donc des considérations du pilier social du développement durable, à savoir que ça amène à accroître les inégalités
puisque ça va induire une hausse des revenus des propriétaires. Il me reste 20 secondes, donc je vais conclure pour dire que l'aménagement du territoire peut s'avérer un puissant levier de gestion environnementale, qu'on a des compromis et synergies à l'œuvre. Donc, on a vu, entre, ne serait-ce que là, un objectif environnemental et un nécessaire accompagnement du développement urbain. En 10 minutes, c'est compliqué de traiter plusieurs objectifs environnementaux, mais vous l'aurez compris, on a d'autres objectifs aussi à prendre en compte, avec des préconisations en termes d'aménagement urbain et de politique publique qui ne sont pas forcément en accord avec ceux, par exemple, pour gérer les émissions de dioxyde de carbone. Et donc, on n'a pas un modèle de développement durable, pas un modèle de ville durable. Voilà, ça s'adapte aux conditions. J'ai 30 secondes pour les pistes de... 10 secondes? Non. 10 secondes pour les pistes de recherche, finalement. Ce que j'ai présenté s'appuie beaucoup sur des approches théoriques et voilà, il y aurait des choses à faire, finalement, pour la prise en compte d'approches spatiales quantitatives pour aller un petit peu plus loin sur la modélisation de ces effets et surtout inclure des éléments d'analyse de politique publique. Je m'arrêterai ici. Hop.